Petit 1, le constat. Petit 2, les causes probables, parce qu'on n'a pas la vérité, donc les causes probables. Et puis petit 3, la remédiation. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui, selon votre humble serviteur, pourrait être des voies, effectivement, qui permettraient de dépasser un petit peu ça? Alors le constat, il a déjà été bien entamé par Jérémy sur sa présentation. J'avais prévu ici de m'appuyer sur un sondage qui est donc de 2020, un sondage Ipsos Baromètre Sciences et Société. Ce sondage a été réalisé du 26 au 29 octobre 2020 et c'est intéressant en 2020. Pourquoi? Parce que c'est post-Covid. Et pré-Covid, anté-Covid et post-Covid, c'est pas tout à fait la même chose. On a vu fleurir quand même pas mal de... Je le fais très caricatural parce qu'il faut aller vite. De complotisme, justement, pendant ces périodes de confinement, parce que forcément, ça touchait notre intime, le confinement. Et donc, ça touchait notre être profond. Et du coup, on n'est pas très clair avec nous-mêmes, et puis on se défend au travers de fausses raisons, bien souvent. Voilà. Bref, en préambule, les données de cadrage, ben, vous en avez déjà vu quelques-unes. Là, c'est sûr, doit-on se protéger davantage du monde d'aujourd'hui ou s'ouvrir au monde d'aujourd'hui? Doit-on être plutôt dans la réaction ou dans l'ouverture? Voilà un petit peu les chiffres qu'il y a depuis 2013 jusqu'à 2020 sur ce sondage. Vous voyez que c'est à peu près constant, c'est descendant sur doit-on s'ouvrir davantage au monde aujourd'hui, en sachant que c'est de toute façon toujours inférieur à doit-on se protéger davantage. Donc les réflexes de fermeture restent quand même ancrés, c'est un sondage franco-français. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. La plupart des hommes et des femmes politiques sont-ils compromis? Sont-elles compromises? Bah, vous voyez, effectivement, c'est pas très reluisant. Ce que pensent les Français, 62% en 2020 pensent que oui. Le système démocratique fonctionne plutôt mal en France, à 70%. Les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leur intérêt personnel, 80%. Donc, forcément, ça, c'est le background, mais on en a déjà parlé. Celui-là, il est assez marrant. Enfin, non, justement, il n'est pas très marrant. C'est que, en fait, il est assez surprenant, c'est que c'est une question complètement ouverte qui est, vous avez deux affirmations avec laquelle est-ce que vous êtes d'accord? On peut faire confiance à la plupart des gens, ou on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Et là, vous voyez un petit peu la société dans laquelle nous vivons, c'est 78%, et c'est depuis longtemps, comme ça. On a donc quand même un déficit de confiance simplement aux autres. Alors, ne parlons pas de la science, mais simplement aux autres. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça, enfin, moi qui suis un grand candide, je trouve ça très extraordinaire. Bref, ça me touche énormément. Bon, je vous passe rapidement sur la France est en déclin ou la France n'est pas en déclin. La France n'est pas en déclin à 22%, et elle est en déclin réversible ou irréversible à 78%. Alors, il y a des semi-pessimistes qui disent c'est un déclin, oui, mais c'est réversible. Voilà, c'est quand même 51%, c'est la majorité des gens. On va dire que c'est un petit peu le choix médian, voilà, on ne sait pas trop se déterminer. Voilà, maintenant le background est fait, on sait tous mesurer la température du français moyen que nous sommes, du français moyen qui est en nous, parce que je ne sais pas si nous le sommes, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas il est en nous. Et puis, on va maintenant parler un petit peu plus de science. La compréhension du monde de la recherche scientifique est en recul depuis 2012 jusqu'à 2020, notamment sur les enjeux des grandes découvertes. Alors, les enjeux des grandes découvertes scientifiques, vous voyez, on va sommer tout ce qui est vert, et ça va nous donner 58% des gens qui, effectivement, ont plutôt un sentiment qui est plutôt bien. Avez-vous le sentiment de plutôt bien ou mal comprendre les enjeux des découvertes scientifiques? Les résultats des travaux scientifiques, on descend à 50%. Les applications potentielles, et c'est là qu'intervient effectivement plutôt la partie développement, parce qu'il faut aussi bien faire attention en sciences de, peut-être, bien qu'elle soit souvent infusée, de faire la différence entre la partie qu'on appellera recherche et la partie développement.
D'accord? Donc ça, il faut... Bien qu'on travaille toujours dans un esprit de développement, hein, c'est-à-dire que le chercheur qui est dans son coin et qui suit une idée qui est une idée folle, moi j'en connais pas. En tout cas, il y en a eu dans l'histoire, mais je n'en connais pas aujourd'hui. Voilà. Et comment les scientifiques travaillent au quotidien? Ben, effectivement, là par contre, personne ne connaît. Ce qui montre bien effectivement que le scientifique a sans aucun doute un effort de communication à faire. Voilà. Ça, là par contre, je déborde déjà un petit peu sur les remédiations qui me semblent nécessaires pour la suite. Alors bien sûr, tout ça est à nuancer en fonction de différentes choses, en fonction de si on a un homme ou une femme, bizarrement, voilà, ça change un petit peu la donne. On a effectivement plus l'impression de comprendre quand on est un homme que quand on est une femme les grandes découvertes scientifiques. En 2020, hein, c'est pas 46, 1946, c'est 2020 ça. Donc il y a quand même des choses attachées qui sont incroyables, quoi. Enfin, mais c'est l'impression. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi on se permet d'avoir cette impression? Voilà, c'est ça hein, qui me surprend. Ceci étant, moi j'ai des groupes d'étudiants en SVT, j'ai des groupes d'étudiants en sciences fondamentales et applications. Les SVT c'est 80% de filles, les sciences fondamentales et applications c'est 80% de gars. Voilà. Et j'ai enlevé la partie qui ne se définit pas en tant que genre, etc. Je plaisante pas hein, quand je dis ça, c'est que voilà, il faut aussi plus parler en termes de genre qu'en termes de sexe. Ça, j'en suis bien persuadé aussi. Bon, enfin bref, c'est pour voir que tout ça est nuancé en fonction de différentes choses. Se méfie-t-on des scientifiques et on leur reproche de ne pas être indépendants, c'est-à-dire de défendre des intérêts privés, et on considère que la science aurait des effets négatifs sur notre environnement et notre santé. Donc, aujourd'hui, quand les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur un même sujet, c'est souvent parce qu'ils défendent des intérêts financiers privés. Eh bien, vous voyez quand même que en 2013, 46% des gens disaient oui, c'est ça, effectivement. Aujourd'hui, c'est 58%. Donc, l'effet post-Covid aussi est là, à mon avis, très, très important. Et en tant que scientifique, c'est, moi, une partie qui me blesse particulièrement. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de travailler, bien que je travaille avec le commissariat à l'énergie atomique, je vous ai dit que je travaillais dans la partie nucléaire, eh bien, quand je travaille comme je travaille avec le commissariat à l'énergie atomique, j'ai pas l'impression d'avoir à aucun moment un conflit d'intérêts sur les résultats que je trouve sur le petit bout de pierre sur lequel je travaille. D'accord? Donc, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il faut dire le nouveau titre dans sa totalité. Pardon. Voilà, donc, pour vous dire que voilà, ça fait partie un petit peu des choses qui font que la méconnaissance peut-être du fonctionnement scientifique amène sans aucun doute ce genre de remarques. Et puis je dis que ça a bien changé post-Covid aussi, parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même des gens qui, pendant la pandémie, ont mis en doute la sincérité et l'indépendance de gens qui travaillaient pour les vaccins. Et qui sont par eux-mêmes des scientifiques. Donc du coup, voilà, on arrive à ce genre de choses-là. On va passer un petit peu plus vite. C'est nuancé aussi en fonction des âges, et c'est surtout nuancé ici en fonction du niveau de diplôme. Vous voyez que pour Bac plus 3 et plus, on a des différences un petit peu, qui sont notoires avec les inférieurs au Bac. Ben, ça montre à nouveau que quand on a côtoyé les scientifiques, ben, on comprend un petit peu mieux le système. Et donc ça veut dire qu'une fois de plus, le scientifique doit faire un effort de communication au sens large. Voilà. Et puis bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là c'est un tout petit peu affiné, c'est en fonction des travaux sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que vous imaginez une personne lambda et vous vous dites, moi, en cette personne, j'ai confiance, ou je n'ai pas confiance en cette personne parce que vous la connaissez, elle est scientifique par ailleurs. Eh bien, vous rajoutez un paramètre qui est, j'ai confiance en lui, mais j'ai pas confiance dans le sujet dans lequel il travaille. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, c'est un peu compliqué à comprendre ce genre de choses, mais n'empêche qu'on arrive à ça. C'est-à-dire
Un scientifique qui va travailler sur les énergies nouvelles, il a 65% de confiance, alors qu'un scientifique qui va travailler sur les pesticides, il tombe à 34%. En fonction des sujets, on va avoir de toute façon des confiances complètement différentes sur le travail. Et puis j'aimerais aussi qu'on regarde un petit peu, je ne sais pas, je ne connais pas assez le sujet. Et vous voyez que je ne sais pas, je ne connais pas assez le sujet, vous avez quelques sujets, les cellules souches, les neurosciences, les nanotechnologies, où là les gens admettent de dire qu'ils ont effectivement une méconnaissance du sujet. Par contre, il y a des gens qui vont, sur le réchauffement climatique, dire « je connais », très peu disent « je ne connais pas le sujet ». Vous voyez ? Alors que ce n'est pas forcément vrai. D'accord ? C'est à nouveau un ressenti. C'est parce que les sujets sont sans aucun doute vulgarisés, sont sans aucun doute montrés dans leur globalité. On n'a jamais une vue, on a très rarement une vue large d'un sujet avec les tenants et les aboutissants. Et nous qui travaillons sur un epsilon du sujet, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un tout petit point qui va être une pierre dans l'édifice, eh bien là, du point de vue de la connaissance de cette pierre-là, il y a très peu de personnes qui peuvent effectivement dire qu'ils connaissent cette partie-là. Voilà. Mais du coup, pour nous, ça paraît, enfin pour nous, moi je dis nous, mais pour moi, je vais me mettre moi en exergue dans ce cas-là, pour moi ça me paraît très surprenant effectivement d'avoir des différences aussi notoires en fonction des sujets. Les différences selon le diplôme, selon l'âge et selon le sexe se répercutent à nouveau, mais ça c'est une photo de notre société actuelle. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on travaille beaucoup pour changer pas mal de choses. L'indépendance scientifique remise en question. Donc on peut faire confiance aux scientifiques pour respecter les lois et les règles qui encadrent leur recherche. Elles ont été énoncées, je vais les réénoncer un tout petit peu. Vous faites un travail, vous écrivez une publication sur le travail que vous avez fait, vous trouvez un journal qui parle de ce domaine-là, et, alors c'est des journaux que le grand public ne connaît pas, bien sûr, mais vous allez dans ces journaux et vous proposez votre publication. L'éditeur commence par regarder si ça colle bien au sujet de son journal. Si ça colle bien au sujet de son journal, il trouve 2 rapporteurs qui sont des spécialistes dans le domaine, il leur envoie, il leur fait lire, donc nous on lit les publications des collègues, et donc il leur fait lire et ils vont dire on est d'accord, non on n'est pas d'accord, ici c'est pas très sérieux, il faudrait rajouter des manips, ça va pas, ici c'est bien, ça on ne peut pas tout à fait dire ça comme conclusion, enfin etc. Une discussion scientifique réelle et profonde sur notre travail. Ça nous revient quand les deux sont d'accord, on va avoir effectivement le résultat qui est rejeté, parce qu'ils sont d'accord pour le rejeter, parce qu'ils trouvent que c'est pas sérieux et donc on ne suit pas correctement les règles qui encadrent nos recherches. Correction mineure parce qu'on a 2-3 petites choses à corriger mais ça va, ou accepter parce qu'on est magnifique et tout se passe bien. C'est un peu plus rare que ce soit accepté du premier coup. S'ils ne sont pas d'accord, on trouve un 3e référé, etc., etc. Donc vous voyez que, petit 1, il y a de la relecture, ce qui tranche énormément avec tout ce qui va passer par le net. Relecture d'informations scientifiques passant sur le net, il n'y en a pas. Donc vous voyez quand même que, quelque part, le système qui va diffuser de l'information scientifique n'est pas forcément super bien contrôlé. Il est même complètement hors de contrôle. Et deuxièmement, vous voyez aussi qu'il y a un temps. Et le temps de la recherche, le temps, je ne parle même pas du temps du travail pour formuler la publication, le temps de la recherche est-il compatible avec la société de la vitesse dans laquelle on se trouve? Ça, c'est une autre question aussi. Alors, sans aucun doute, il est compatible si on a pris soin d'écouter un petit peu les choses, mais prenons par exemple le problème climatique, on est dans l'urgence maintenant, donc on est en train de se dire « Ah, il faut absolument maintenant avoir des choses rapides ». Voilà. Alors qu'en fait, on n'accepte pas que les choses soient trop rapides. Un vaccin, soi-disant découvert en 6 mois, vous voyez, donc là, il y a aussi un paradoxe qui est à noter. Alors, si vous pouvez aller compulser la totalité du sondage qui est là, moi je ne le passe pas parce qu'il
Évidemment, on a déjà passé beaucoup de temps. Il faut qu'on avance un petit peu, puis que vous ayez la parole aussi, peut-être des questions plus politiques qu'on pourra peut-être soulever. Science et progrès, en fait, Jérémy l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a une défiance, un désenchantement. Je crois que le bon terme est celui-là, effectivement, donc donné par M. Dubois. C'est un désenchantement vis-à-vis de la science, parce qu'on a cru au tout technologique pendant pas mal d'années, quoi. On va dire que les fameuses 30 glorieuses, elles ont quand même bien été une rampe de lancement du tout technologique à un moment donné. Mais il se trouve qu'on s'est sans aucun doute enferré beaucoup trop loin dans cette affaire-là. Et que la vitesse accélérante de nos sociétés, et du point de vue technologique, c'est encore plus vrai, eh bien, la science ne suit plus tout à fait. Donc il y a le désenchantement qui est lié à ça. D'accord ? Mais par contre, on en veut quand même, c'est-à-dire qu'on voudrait bien que ça nous règle nos problèmes. Donc, allez-y les scientifiques, il faut régler les problèmes. Donc voilà, ça c'est ce qui sort un petit peu de ce... Là, il y a toujours la corrélation avec les âges et tout ça. Est-ce qu'on doit arrêter de faire des recherches puisqu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'on les arrête? Alors voilà un petit peu ce qu'il en est. Personnellement, de laquelle des opinions vous sentez-vous le plus proche en ce qui concerne les domaines de recherche suivants? Ces critiques ne génèrent pas de forte défiance à l'égard de la recherche, malgré les craintes aujourd'hui suscitées par les pesticides, le nucléaire ou encore la génétique. C'est vraiment les trois moutons noirs de notre affaire. Chez bon nombre de Français, seule une minorité considère qu'il est possible et nécessaire d'arrêter de faire des recherches dans ces domaines. Voilà, pesticides, nucléaire, génétique, vous voyez, on trouve quand même ici, non, on ne doit pas arrêter. Alors c'est un peu modulé en fonction de l'âge, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. On n'a pas confiance, c'est pas indépendant, mais on va continuer, mais il faut quand même continuer. Donc vous voyez, c'est très paradoxal dans tout ça. Donc c'est dur de s'y retrouver, de trouver quand même des remédiations. Alors ça, c'est les autres domaines, hein. C'est la suite de notre affaire-là. Il est nécessaire de continuer réchauffement climatique, virus, vaccins, ciseaux moléculaires. Alors là, voilà. Et neurosciences, vous voyez un petit peu ce qu'il en est, quoi. Non, mais c'est un exemple qui a été choisi, je trouve, assez parlant dans ce sondage, parce que je pense qu'il parle à très peu de monde. Et donc, du coup, tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, bah oui. Mais il y a quelques pièges, à mon avis, dans leur interrogation, et ça, c'en est un. Alors, en termes de risques, est-ce qu'on est prêt à accepter des risques? Parce que, pour ne parler que du nucléaire, soyons simples là-dessus, c'est que la première des choses qu'on peut imaginer sur le nucléaire, quand on est anti-nucléaire, c'est qu'on n'accepte pas le risque qui est lié au nucléaire. Risque, comme l'on peut fantasmer au travers des traumatismes, des accidents qu'il y a pu y avoir, et des bombes atomiques, puisque ça a quand même commencé un peu fortement, l'histoire avec le nucléaire. Donc ça fait partie aussi des éléments qu'il faut tenir en compte. Une société accepte-t-elle de vivre dans un risque, et quel risque? Le risque zéro n'existant pas, donc quel niveau de risque la société accepte-t-elle? Voilà. Et pour quoi faire? Ici, tout le monde a un smartphone. Vous acceptez l'électricité pour charger votre smartphone? Levez la main ceux qui n'en ont pas. Camarades, je vous salue bien. Voilà, j'aime bien le faire aussi, celle-là. Voilà, comme quoi on peut aussi faire de la recherche, essayer d'être à la pointe et puis ne pas forcément suivre l'hyper-technologisme dans lequel on est. Et est-ce qu'il faut refuser les innovations qui peuvent comporter des risques? Vous voyez, que 29%. Donc, en fait, on a quand même une société quelque part qui n'est pas opposée à vivre dans un risque. Alors, ouais, celui-là, il ressemble un petit peu à ce qui est passé, je vous le passerai rapidement. On a vu tout à l'heure déjà qu'il y avait une confiance qui était plus marquée envers des chercheurs qui seraient de systèmes universitaires que de systèmes privés. Ça tend à le prouver. C'est-à-dire que les scientifiques qui effectuent des travaux de recherche financés par des organismes publics ou d'État, 65% de confiance. Des scientifiques qui effectuent des travaux de recherche affiliés à des ONG, 62% de confiance.
et des scientifiques qui effectuent des travaux ou recherches financés par des entreprises ou des organismes privés, 39%. Donc collusion, toujours. Moi, on me demande souvent, qu'est-ce que j'y gagne à avoir des contrats avec une entreprise privée, enfin avec un organisme, l'organisme CEA en l'occurrence, qu'est-ce que j'y gagne? Personnellement, rien. C'est-à-dire que je ne m'enrichis pas du tout. Mon salaire est un salaire de fonctionnaire d'État à l'université, mais les contrats de travail que je peux avoir, c'est pour payer des étudiants qui travailleront sur le sujet, payer des manipulations, des déplacements ou des choses comme ça. Voilà. Vous voyez, et donc, c'est pour dire aussi qu'on n'a pas forcément un intérêt personnel dans tout ça. Ça nous donne simplement, quelque part, une liberté de travailler dans la direction où on l'entend, en sachant qu'on est contrôlé par nos pairs et contrôlé bien sûr par les financeurs, à un moment donné. Mais ils ne nous contrôlent pas sur les résultats, ils nous contrôlent sur le fait. Ça fait déjà un quart d'heure. Je vous avais dit que j'étais un petit peu bavard. Bon, voilà. Donc ça, c'est la même chose sur le secteur privé. Si le secteur privé participe beaucoup plus qu'aujourd'hui au financement de la recherche scientifique, certains domaines risquent d'être privilégiés au détriment d'autres moins rentables. Oui, à 86%. Si le secteur privé participe beaucoup plus aujourd'hui au financement de la recherche, les scientifiques risquent d'être soumis à des pressions. Oui, à 78%. Est-ce que le secteur privé et public peuvent travailler en bonne entente? Oui, à 80%. Est-ce que la recherche irait plus vite si on fait intervenir le financement par le secteur privé? Oui aussi. Donc, voilà, je suis désolé, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène quand je vous présente tout ça, mais c'est nous, c'est vous, on est tous schizophrènes hein, dans ce domaine-là, d'accord? Voilà, alors, bien sûr, je suis un petit peu dans la caricature pour parler de schizophrénie, mais franchement, ça donne un constat qui est hyper nuancé. Hyper nuancé parce qu'en fait, on a un désenchantement, mais on aimerait y croire. Globalement, c'est un petit peu ça le fond de l'affaire. Et les causes, puisque moi je voulais parler un petit peu des différentes causes, ça c'était le constat, j'ai commencé à en parler un petit peu. Moi je vois plusieurs causes, et puis je vais donner mon tout petit vécu de petit enseignant de chimie à l'université de Franche-Comté. Et qu'est-ce que j'observe? On a à l'université de Franche-Comté des nouveaux entrants qui arrivent de lycée, et vous savez qu'on n'est pas sélectif à l'université, on ne peut pas dire non, tu ne rentres pas, le dossier n'est pas suffisant, mais par contre, on peut les orienter sur un parcours qui s'appelle un parcours oui-si. Alors entre nous, on l'appelle oui-si, il a un nom un peu plus compliqué, mais oui-si, ça me semble pas mal. C'est-à-dire que, oui, on t'accepte si tu fais tes 3 années de licence en 4 ans. C'est-à-dire qu'on va, depuis la première année, faire un rattrapage, puis un soutien sur les 2 premières années. D'accord? Donc voilà, ce qui fait qu'on va avoir des étudiants qui arrivent, qui sont relativement faibles, entre guillemets, hein, c'est pas leur valeur absolue, hein, je ne penserai jamais ça de ma vie. Donc, qui arrivent, c'est pour faire court, qui arrivent avec des trous dans la raquette, on va dire, et qui ont des difficultés dans le système tel qu'il est. D'accord? Qu'est-ce que je constate, moi, dans cette affaire-là? Je constate que la plupart du temps, le premier travail qu'on doit faire est le travail de première année, peu importe ce qu'on va leur apprendre. Peu importe la science qu'on va apporter. Le travail est énorme sur la confiance en soi. On a des jeunes qui sont de moins en moins confiants en eux. Ça, c'est vraiment, pour moi, un problème social très élevé et qu'il faut absolument prendre en compte. Ils ont très peu confiance en eux. Ils répondent très rapidement, je ne sais pas, en baissant les bras. Et en fait, ils savent, puisque quand on leur dit, moi je sais que tu sais, mais tu ne sais pas retrouver dans ta tête exactement, mais c'est certain que tu sais. Et quand ils disent non, je lui dis, bah écoute, on va voir, on va faire un test. La réponse que j'attendais par rapport à ça, c'est ça. Ah oui, et ben je lui dis voilà. Le ah oui, c'est le truc que j'entends le plus de ces gens-là. Donc le manque de confiance en soi. C'est pour moi effectivement
le fait que, en plus, il y a un interdit qui est lié à l'image. On a parlé du smartphone. Aujourd'hui, on est dans une société qui se construit énormément sur l'image via les réseaux sociaux. Et du coup, dans le groupe, c'est très compliqué d'apparaître et donc de donner une image de non-sachant à un moment donné. Alors qu'en fait, on apprend ensemble et puis on est là pour ça et pour apprendre. Hein, c'est pas... Et puis vous avez autre chose aussi, parce qu'on le voit avec ces étudiants-là, à la fac de sciences, à l'université, on va accueillir des gens qui sont dans des niveaux sociaux très différents. Et souvent, et ça je pense qu'on va rejoindre également tout ce qui est la partie médiation scientifique avec Jérémy, il y a un interdit social. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi. Ces trucs, c'est pas pour moi. C'est un interdit social. Je suis issu d'un milieu social défavorisé et donc ce n'est pas pour moi. Et j'aime à leur dire que je suis issu d'une famille qui est une famille socialement défavorisée et que si, c'est pour eux bien sûr, mais c'est pour tout le monde. Et la difficulté, je bascule un peu sur la remédiation, c'est que je trouve, moi, qu'on va proposer de la diffusion scientifique, mais on ne va pas aller proposer de la diffusion scientifique, peut-être pas assez la sortir des murs. La sortir des murs, pas uniquement des milieux universitaires, parce que ça c'est fait, mais on va aller dans des lieux qui sont aussi des lieux culturels dont certaines personnes en milieu socio-défavorisé s'interdisent l'accès. S'interdisent personnellement l'accès. D'accord ? Regardez aussi ce soir, qui s'est permis l'accès ici sur Sciences et Société. Vous voyez, on est entre nous, hein, quelque part. Bien sûr. Voilà. Donc, ça fait partie aussi d'un point important. Téléphone portable, moi je vais en faire des caisses sur le téléphone portable, mais on a confondu comprendre et collectionner. Et ça, c'est complètement des choses différentes, et je le vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une mémoire électronique, on se dit, bah, on n'a plus besoin de notre mémoire. Mais en fait, c'est pas à notre mémoire qu'il faut faire appel, c'est à notre logique. Quand on veut faire des sciences. En tout cas, même n'importe quelle science, qu'elle soit humaine ou inhumaine, dure ou molle, parce que je ne sais pas comment il faut dire. D'accord. Ça fait partie des choses que je voulais dire. Pour moi, le principal désenchantement, il est aussi lié à... On a fait confiance, on a été enchanté dans la science, et voilà là où elle nous a amenés. Et on confond aussi le décideur et le scientifique. C'est-à-dire que quand on dit c'est des grosses têtes, on entend également c'est des grosses têtes pour les gens qui sont des politiciens, des politiques, des hommes politiques. Et moi je crois en l'engagement politique, hein, quand je dis ça. Donc il y a des colloques, je vous donne ça parce que je trouve ça très marrant, il y a un colloque qui se fait tous les 2 ans à la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Sciences et médias, et donc qui réunit des scientifiques, des journalistes et des politiques. Et ils ont un sous-titre de ce colloque, là, cette année, c'était « Le bon, la brute et le truand ». Très bien. Et je pense qu'au travers de ce sous-titre, ils ont pas mal illustré un petit peu tous les clichés qui pouvaient venir là-dessus. Les temps incompatibles, j'en ai parlé déjà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, la partie remédiation. Alors la partie remédiation, moi je voudrais faire un mea culpa, mais au nom de la profession que je représente, c'est-à-dire que nous sommes des enseignants-chercheurs. Et dans les enseignants-chercheurs, très peu, trop peu, d'enseignants-chercheurs ont compris qu'ils avaient un métier qui tenait sur 3 pieds. L'enseignement, la recherche, la vulgarisation. Voilà. Et ce 3e pied, moi je milite pour qu'on ne soit plus des EC, enseignants-chercheurs, mais qu'on soit des ECV. C'est-à-dire que ça, la partie communication, elle est ultra importante. Enfin, il y a plein d'autres endroits où j'essaie de me rendre, dans des lycées, dans des collèges, voilà, avec des opérations qu'on a mis en place avec la Société française de physique. Et chaque fois, je vois la même chose. C'est-à-dire que
globalement, on a l'impression qu'on découvre un monde, on fait découvrir un monde. Et c'est pas parce qu'on veut frimer avec ça, on fait aussi découvrir qu'on est des gens complètement comme les autres. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a investi un petit peu de temps dans les études scientifiques à un moment donné, et puis voilà, c'est tout. Hein. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui ne le fait pas, ne l'a pas fait, mais n'importe qui peut le faire. C'est à la portée de tous, sans aucun problème. Voilà. Marcel, je suis très content que ce soit toi qui me demande de raccourcir. C'est tellement souvent l'inverse. Voilà, bon. Les comités de relecture, donc je pense que ça c'est aussi important. Vous avez suivi l'affaire Sciences et Vie à un moment donné. Sciences et Vie, journal de vulgarisation plutôt bien, qui appartenait à un groupe et qui a été racheté par un autre groupe. Et à la sortie de ce rachat, des publications dans Sciences et Vie sont sorties sans passer par la rédaction en chef de ce journal. Donc pas de temps pour la relecture. Ça a effectivement été un tollé et il y a eu une fuite des journalistes et des journalos scientifiques qui sont dans ce journal pour créer Epsilon, de haut, je crois, Epsilon, je ne sais pas comment il faut dire. Bref. Donc voilà, pour vous dire que ça, c'est aussi les médias qui portent ça. On est dans un temps où les médias sont rachetés par des groupes, et à la tête de ces groupes, il y a des gens qui ne sont pas forcément toujours très fréquentables. Alors, pour ce qui est de Sciences et Vie, avant d'être racheté, je ne sais plus comment ça s'appelait, avant d'être racheté, ils étaient dans un groupe qui appartenait à Silvio Berlusconi. L'illustration n'est pas tout à fait correcte pour la démonstration, mais je dois quand même le dire. Voilà. Et à la Société française de physique, on a également fait 2 lettres au ministère de l'enseignement et de la recherche et de l'éducation nationale pour les alerter sur 2 points. C'est-à-dire qu'on aimerait, petit 1, que les sciences aient un poids plus important dans la formation du master MEF, notamment pour les professeurs des écoles. Il y a ce master d'enseignement, enfin bref, c'est ce qui va former les professeurs et les professeurs des écoles. Donc, il y avait une coupe qui avait été donc prévue là-dedans, il y a une lettre qui a été faite issue de la SFP, parce que il y a des opérations qui s'appellent, l'acronyme se dit ASTEP, mais c'est une aide pour les sciences en école primaire, le T, je ne sais plus ce que ça veut dire, sciences et techniques en école primaire. Et donc j'ai des étudiants en 3e année de licence qui participent à ça et qui vont. Et on voit effectivement que dans les écoles, bien souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été formés et qui sont scientifiques. Et on va rejoindre le sexisme ambiant, c'est que vous voyez que dans les écoles primaires, on retrouve une très grande majorité de femmes, et en sciences, on retrouve une très grande minorité de femmes. Donc du coup, on est un petit peu à la confrontation de ces 2 choses-là. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point, qu'il y ait une formation en sciences qui soit plus importante pour les écoles primaires. De la même manière que l'écriture est passée dans les maisons par l'apprentissage de l'écriture à l'école, je pense que la science passera dans les maisons, dans la société, par l'apprentissage de la science dans les écoles. Voilà. Et la deuxième chose, vous savez aussi que dans nos financements, enfin vous savez peut-être pas, il y a des appels à projets nationaux qui sont faits pour qu'on ait nos financements de recherche. Donc on fonctionne beaucoup maintenant sur projet. Et la SFP, la Société française, pas de production mais de physique, elle a écrit une lettre demandant à ce que, quand les appels sont nationaux, il y ait le pourcent culturel. C'est-à-dire comme quand il y a une construction quelque part. Et que ce pourcent culturel soit effectivement dédié à la vulgarisation du sujet qui va être financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Et je pense que donc, si on diffuse un peu plus et qu'on va bien dans cette direction-là, voilà, moi c'est les pistes de remédiation que je vois depuis ma chapelle. Alors maintenant, j'ai pris beaucoup de temps
Marcel, j'en suis conscient. Mais je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais dire.